Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum mes chers étudiants. Alors, avec la deuxième partie des diagrammes d'interaction. Alors, la dernière fois, nous sommes arrivés jusqu'à la partie fragments combinés. Alors, pour savoir, la partie fragments combinés, c'est une partie qui a été intégrée spécialement avec UML 2.0. C'était un apport très important et qui a permis de minimiser un petit peu la réalisation des diagrammes de séquence. Je ne sais pas si vous avez remarqué à un certain moment, quand je vous ai dit normalement avant UML 2.0, il fallait réaliser un diagramme de séquence pour chaque scénario. D'accord? Mais avec l'arrivée des diagrammes combinés, nous sommes arrivés à réaliser un diagramme de séquence pour chaque use case. D'accord? Pour chaque use case, ça veut dire que vous pouvez intégrer dans le même diagramme de séquence le scénario nominal, les scénarios alternatifs et les scénarios d'erreur. On verra ce que ça veut dire. Un fragment combiné définit une expression de fragment d'interaction. Vous allez comprendre après. Tout de suite, l'utilisation des fragments combinés permet de décrire de manière concise plusieurs traces d'exécution d'action. Ça veut dire, quand vous dites plusieurs traces d'exécution d'exécution d'action, là vous êtes dans les scénarios. Hein. D'accord, là vous êtes dans les scénarios d'erreur, les scénarios alternatifs. Un fragment combiné est défini par un opérateur d'interaction et les opérandes d'interaction correspondants. Donc on va voir un fragment, donc il y a toujours un opérateur en fonction de l'opérateur, vous avez des opérandes. Il est représenté dans un rectangle dont le coin supérieur gauche contient un pentagone ou figure, un petit pentagone. Le pentagone c'est ça, c'est comme vous faites comme ça, bon, vous êtes là dans un diagramme et vous faites dans un coin par exemple comme ça, ça c'est un pentagone ou figure le type de la combinaison appelée opérateur d'interaction, l'opérateur d'interaction. Okay. Alors on va commencer par le premier opérateur, c'est le alt. Le alt, c'est ce que vous connaissez en algorithme, c'est le si. Si condition. Alors on va faire ceci, sinon on va faire cela. D'accord? C'est une alternative tout court. D'accord? C'est l'équivalent de si, alors sinon. D'accord? Et vous avez ça par exemple. Voilà. Alors, ici, d'accord, on écrit le alt comme vous le voyez. Ici, on va faire la condition et le sinon. Parfois, vous allez trouver avec le alt, on a plusieurs else, c'est faisable. Vous avez plusieurs opérants, d'accord? Vous avez plusieurs opérants dans le même cas. Donc, avec le alt, vous n'êtes pas limité à un seul cas. Vous pouvez travailler une sorte de switch. D'accord? Selon les cas. K1, K2, etc. Donc, vous pouvez avoir plusieurs opérandes quand vous êtes en train de travailler avec alt. Après, on va passer à option. Bon, option, c'est très simple. L'option, comme c'est écrit, c'est un fragment optionnel, est équivalent à un fragment alt qui ne posséderait pas d'opérande else. Ça veut dire que vous avez 6 conditions. Je fais ceci, bon, s'il n'y a pas, je saute. D'accord? S'il n'y a pas, je saute. Alors, vous avez ça c'est, d'accord? Voilà, c'est tout. Hein. D'accord? Donc, si la condition, elle est OK, si la condition est vraie, vous allez exécuter les deux messages. Si la condition est fausse, vous allez sauter la partie et poursuivre l'exécution. L'opérateur loop, donc là, j'ai essayé de façon de vous sélectionner les opérandes, les opérateurs ou bien les fragments combinés les plus utilisés. D'accord? J'en ai choisi 4 et je mettrai en partage un petit document PDF.
Vous allez trouver ça dans la description de la vidéo. Je vais mettre en partage un document PDF qui contient les 13, euh, les 13 opérateurs connus, mais les plus utilisés, c'est le Alt, l'option et loop et référence, comme on va voir tout de suite après, hein. Alors, c'est un opérateur utilisé pour décrire un ensemble d'interactions qui s'exécutent en boucle. Donc, déjà, tout est dit là, tout est dit ici, hein, en boucle. En boucle, ça veut dire que vous avez, d'accord, vous avez tout ce qui est là, tout ce qui est là, d'accord, pardon, tout ce qui est là, d'accord. Les deux messages, ils se réexécutent 3 fois, par exemple, dans ce cas-là. D'accord, parfois, si non, vous avez loupé là la condition, d'accord, répétition 3 fois de l'interaction. D'accord, une fois vous allez dépasser les 3 répétitions, on va sortir, hein. Et là, vous pouvez écrire ce que vous voulez, les conditions. C'est pas toujours 3 ou inférieur à 5. D'accord, loop tant que, d'accord, il y a une condition qui est vraie. Donc, c'est une boucle tant que, d'accord, elle est là, elle s'exécute, d'accord, autant de fois que la condition que vous avez à l'intérieur est vraie. Donc, si vous êtes, normalement, je ne vais pas dire si, normalement, vous êtes initié en programmation structurée. Donc, ça, c'est des éléments que vous connaissez. Après, on va faire la référence. C'est un raccourci où renvoie vers un autre diagramme de séquence existant. Ce fragment permet de factoriser des parties de comportement utilisées dans plusieurs scénarios. Donc ici, si vous voulez, c'est quand nous sommes en train de faire, par exemple, si vous avez un use case, d'accord, et un use case 1, et vous avez un use case 2, et ce use case 1, par exemple, vous avez un include, d'accord, ou vous avez un extend. Alors, au lieu ici de refaire tout la description détaillée de authentification, alors vous faites une référence. Alors ici, c'est comme si vous allez apporter tout le diagramme de séquence de référence et vous allez le coller ici. D'accord? Donc là, on fait un appel, on fait une référence à un diagramme de séquence qui est déjà écrit. Et là, normalement, vous allez ressentir un petit peu la souplesse la souplesse dans la schématisation et la simplification des diagrammes grâce à ces fragments et grâce, par exemple, spécifiquement aux fragments en référence. OK? Alors, comme je vous ai dit, j'ai choisi pour vous les 4 les plus utilisés. Les autres, vous allez voir, vous avez parallèle, vous avez struct, vous avez un ensemble de fragments et je vais le mettre en partage sur un PDF qui contient quelques pages. Si je me rappelle bien, ils sont à l'ordre de 13, bien sûr, en comptant les 4 que nous avons vus ensemble. OK? Alors maintenant, c'est un petit exemple simple. C'est un petit exemple rien que pour vous dire, là on a les détails, décrocher, émettre totalité, composants numériques. Et là, rappelez-vous souvent, là nous sommes en train de faire une petite introduction, d'accord? Introduction à UML. Et c'est normal que les exemples que nous utilisons, ce sont des exemples très simples. D'accord? Des exemples très simples pour essayer de vous expliquer un petit peu la chose. Mais je vous promets qu'à la fin de la série des vidéos, je vais vous montrer des exemples que j'ai travaillé avec mes étudiants dans des projets réels. Et vous allez voir ce que c'est, hein. D'accord? Dans des projets réels, vous allez vraiment voir que c'est très important ce que nous sommes en train d'apprendre ici. Et mes étudiants, ils étaient des débutants comme vous, et maintenant ils sont en train de réaliser des diagrammes vraiment extraordinaires avec UML, et ça leur permet de faciliter leur conception orientée objet pour pouvoir développer et réaliser toujours avec une vision orientée objet. D'accord? Alors maintenant, on va parler un petit peu du diagramme de communication. Le diagramme de communication qui est normalement un mélange. Le diagramme de communication est une extension du diagramme d'objet. Donc, on parlera du diagramme d'objet quand nous allons voir le diagramme de classe. Donc, si vous voulez, c'est le diagramme suivant. Bien sûr, après avoir fait quelques exercices de diagramme de séquence.
Mais ça n'empêche, on doit parler du diagramme de communication parce que lui aussi c'est un diagramme d'interaction et il illustre l'échange de messages entre les objets mais d'une façon différente. D'accord? Ce n'est pas la même représentation que le diagramme de séquence. Le diagramme de communication est un diagramme d'interaction qui modélise le comportement collectif d'un ensemble d'objets d'un système. Donc, on va prendre des objets et on va essayer de représenter en même temps les liens sémantiques entre les objets, chose qui se fait dans un diagramme d'objets, et on va schématiser les diagrammes, quelques messages échangés entre les objets, donc quelque chose qui est fait dans les diagrammes d'interaction. Il décrit les interactions entre objets modélisés par des messages numérotés et indiqués par une flèche. Je vais vous donner un exemple. La succession des messages n'obéit pas à un ordre chronologique. Donc là, vous allez voir, on va omettre la partie chronologique comme on a fait dans le diagramme de séquence du haut vers le bas, mais c'est plutôt pour montrer un petit peu le lien direct entre les objets. Alors, dans un diagramme de communication, et c'est le diagramme qui était nommé dans la version 1. Dans la version 1.x, c'était le diagramme de collaboration. D'accord? De collaboration. Cette appellation n'est plus utilisée. Depuis la version 2.0, on utilise le diagramme de communication. D'accord? On utilise le diagramme de communication, les nœuds du diagramme et les instances. Les objets, instances de classe. Donc, on va voir, il y aura des objets et les instances d'acteurs constituant les nœuds de diagramme. D'accord? Je vais vous montrer ça. Les messages du diagramme de communication sont étiquetés de la même manière que ceux du diagramme de séquence. Ça veut dire vous avez le nom du message, si c'est paramétré, donc vous allez mettre des paramètres, vous allez ajouter des numéros. Parfois dans les diagrammes de séquence, on peut omettre la notion de numérotation parce que l'ordre il est du haut vers le bas. Dans un diagramme de communication, une flèche est ajoutée au lien reliant deux objets d'une interaction pour indiquer le sens de transmission de messages. Ça se fait aussi dans un diagramme de séquence. D'accord? Et là, vous avez un petit exemple. Alors là, vous avez, ça c'est une instance de la classe produit, donc c'est un objet produit. Et là, vous avez une instance de la classe catégorie client. Alors faites très attention, nous avons ça. Ça, c'est ce qu'on va appeler dans le diagramme, ce qu'on va appeler dans le diagramme d'objet. C'est ça, c'est un lien. C'est le lien qui va lier. Alors, il faut différencier un lien sémantique et la flèche. La flèche là, ça ici c'est un message. C'est un message comme celui que nous avons vu dans le diagramme de séquence. Mais là c'est un lien sémantique. Là, le lien sémantique c'est une instance, d'accord, d'association entre deux classes. Ça, on va l'illustrer trop bien et trop en détail dans la partie diagramme de classe et diagramme d'objet. Donc, vous allez voir. Alors, quand est-ce qu'on utilise un diagramme de communication? Si nous voulons, par exemple, par exemple, détailler une partie, d'accord, une partie d'un diagramme de séquence. Nous sommes dans l'ambiguïté dans une partie, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Alors on va prendre la partie et on va l'illustrer avec un petit diagramme de communication pour mieux voir l'interaction qu'il y a entre les objets et décider quelle schématisation vous allez prendre sur votre diagramme de séquence. D'accord? Alors, je vous remercie de votre attention. Alors, la prochaine fois, on va travailler sur des exercices comme ce que nous avons fait sur les diagrammes de cas d'utilisation. Ce sera des exercices dans lesquels je vais vous parler un petit peu de la différence entre un diagramme de séquence système. C'est avec ça qu'on va commencer pour passer à un diagramme de séquence, ce que les gens appellent boîte blanche, d'accord? Et peut-être, je vais vous donner un exemple de diagramme de séquence MVC, d'accord, qui s'intéresse à un détail un peu très important
quand vous êtes en train de développer ou bien quand vous voulez développer des sites web qui respectent le design pattern Model View Controller. Et je vous donnerai un exemple complet que je vais extraire d'un projet réel pour que vous ayez une idée sur ce que ça donne. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec des petits exercices de diagramme de séquence, des petits exercices d'initiation. Alors, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine fois.